Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette émission spéciale. La République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, a un nouveau Premier ministre, Sama Lukonde Kenge Jean-Michel, et le successeur de Sylvestre Ilunkamba à la primature. Ces jeunes de 43 ans, au parcours professionnel assez particulier, aura la charge de former le gouvernement de l'Union sacrée de la nation et diriger ces gouvernements conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Première réaction après sa nomination, priorité dès son action à la primature, défis socio-économiques à relever au regard des attentes de la population congolaise. Nous faisons un décryptage ce soir avec M. Ngunda Ikala, juriste et analyste en questions liées aux finances publiques ici en République démocratique du Congo. Bonsoir M. Ngunda. Bonsoir M. Chikuma. Mais aussi avec William Albert Kalengai, journaliste économique et patron du média Géopolis. Bonsoir Willy. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous. Nous allons échanger autour de cette question d'actualité en 30 minutes afin de pouvoir recueillir d'abord les premières réactions juste après la nomination du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge, qui, en ce moment où nous parlons, est encore en échange, en discussion en tête-à-tête avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qu'il a reçu au Palais de la Nation, quelques minutes après la lecture par le porte-parole du chef de l'État de l'ordonnance portant sa nomination. Alors, je commence par M. Ngunda. Quelles sont vos réactions, votre réaction après avoir appris cette nomination d'un jeune Congolais de 43 ans comme chef du gouvernement? Bon, premièrement, vous parlez de jeunes. Pour moi, un jeune, c'est de 35 ans et moins. Donc, quand on est au-delà de 35 ans, on n'est plus jeune. Peut-être par rapport à la classe politique, oui, il est jeune. Ben, mes premières impressions, c'est qu'au regard de la crise sociale, sécuritaire, économique que nous vivons, je pense que la population n'a plus à s'extasier de telle nomination, et qu'on jugera uniquement par les actes au regard de notre situation sociale. Et j'espère qu'aujourd'hui, nous parlerons des défis parce que c'est vraiment ça qui intéresse les gens. La nomination en tant que telle ne peut plus nous extasier au regard de la crise multisectorielle dans laquelle nous vivons. Monsieur William Albert Kalengai, comment avez-vous accueilli cette nouvelle portant nomination de M. Sama Lukonde Kenge? Je pense que c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle dans la hiérarchie des mauvaises avec lesquelles nous sommes habitués. Mettre à la disposition de l'État un cadre pour que celui-ci puisse mettre à son tour ses compétences au service de la nation, c'est toujours une opportunité. Encore faut-il que l'on puisse faire une bonne lecture de ce que ça représente comme opportunité. L'avènement, et je suis d'accord avec notre ami Kala, ne parlons pas des jeunes. Ça serait faire ombrage à sa maturité. Sama Lukonde, qui vient d'être aujourd'hui choisi comme Premier ministre, est en politique depuis 15 ans. Ne l'oublions pas, il a été élu en 2006 déjà comme député national. Il a une expérience parlementaire, il a une expérience gouvernementale parce qu'il a fait quand même 9 mois au gouvernement. Mais la question reste posée, est-ce que c'était l'homme qu'il fallait pour pouvoir prendre maintenant là, les rênes de ce gouvernement? Il faudra vraiment qu'il se mobilise davantage lui-même pour être cet homme-là. Parce que pour le moment, les enjeux sont tels, les appétits sont si gloutons et l'avenir est relativement sombre. Il faudrait qu'il fasse objet, et je crois que ça son plus grand atout, c'est quelqu'un de compétent au regard de ce qu'il a fait jusqu'à ce jour. Moi, je suis heureux parce que nous venons de boucler une longue zone de spéculation et d'attente. Il fallait un Premier ministre, ça fait déjà
beaucoup de mois qu'il n'y a aucun conseil des ministres, les décisions de l'État sont en hibernation, les dossiers ne sont pas traités, les ministres sont en vadrouille. Il est temps quand même qu'il y ait quelqu'un, un capitaine dans cette barque pour que ça puisse aller de l'avant. Voilà un peu la grande espérance pour moi de l'avènement du nouveau Premier ministre. Monsieur Ngunda Ikala, à 29 ans, Samuel Lukonde Kyenge était déjà député national. À 37 ans, il a été ministre de la Jeunesse et des Sports, ici en République démocratique du Congo, au point où il a dû démissionner pour des raisons de convenance personnelle. Mais aussi, aujourd'hui, à 43 ans, il est nommé Premier ministre. N'est-ce pas là est-ce que c'est l'homme qu'il fallait, tel que l'a décrit tout à l'heure William Albert Kalengai? Je pense qu'on ne juge pas l'homme par la nomination qu'a l'homme. Je pense qu'on juge l'homme par les actes qu'il fera, donc les réformes économiques, sociaux qu'il fera, et même parfois sécuritaires qu'il fera, pour qu'on puisse juger si oui ou non de sa compétence. Je trouve qu'il est aujourd'hui prématuré de dire que c'est l'homme de la situation tant qu'on n'a pas encore vu les actes. Et comme je vous le disais, notre situation sociale et économique et sécuritaire est on est vraiment dans une situation très noire. Cette semaine, il y a environ 20 personnes qui ont été tuées en Ituri. Donc je pense que la simple nomination ne suffit pas à qualifier de quelqu'un de compétent ou d'incompétent. Il faudra vraiment juger par les actes et j'espère que nous allons vraiment parler de ces actes-là, ceux dont aspire le peuple congolais. On ne peut pas juger quelqu'un par la simple nomination. Non, non, non. Je pense que nous avons dépassé ce stade vu la souffrance dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Nous allons juger par les actes et attendre qu'est-ce qu'il fera en tant que Premier ministre. Et là, on dira, c'est un bon Premier ministre ou c'est un mauvais Premier ministre. Et par où devrait-il commencer? Bon, moi, je vois les choses sur 3 temps. Le premier temps, c'est très court terme. Aujourd'hui, il y a un consensus général qu'il faut la diminution du train de vie des institutions. Donc, si nous avons aujourd'hui ce Premier ministre qui nous revient avec un ministère, un gouvernement de 40 à 60 ministres, on dira que ça serait déjà un mauvais signe. Parce qu'on dirait que peut-être que les choses n'ont pas changé. Donc, et à court terme, c'est par rapport à l'organisation. Il ne faut pas oublier que ce gouvernement d'union sacrée va venir à la suite d'une consultation. Le président a consulté des personnes et les personnes ont donné des recommandations. Le président a noté ces recommandations. Donc, par rapport à l'organisation du gouvernement, nous espérons que le programme du gouvernement va retenir les recommandations des consultations. Sinon, les consultations n'auraient servi à rien. Et nous espérons que ce gouvernement aura, contrairement aux autres gouvernements, donc un programme, nous l'espérons, triennal, parce qu'il reste 3 ans, et un programme annuel avec des objectifs annuels et trimestriels pour les ministères, afin de savoir exactement où on va. Et j'espère que ce programme sera en fait le reflet des recommandations qu'il y a eu dans les consultations. Et à long terme, là, on parle bien sûr de la gestion des finances publiques. Donc, si avec ce Premier ministre et son gouvernement, nous continuons à avoir les dépassements budgétaires comme nous l'avons eu dans le passé et des dépenses sans crédit budgétaire, alors on dira que les choses n'ont pas changé. Donc encore une fois, je vous le dis, on ne pourra pas juger de sa compétence maintenant. Et aussi la réduction du train de vie des institutions. Je suis passé ici il y a quelques temps, je vous l'ai dit, 75% de nos dépenses, c'est le fonctionnement et les rémunérations. Si ça ne baisse pas, si on continue dans cette spirale infernale où on ne consacre que moins de 0% de nos recettes dans les investissements, pour moi, rien n'aura changé et je ne pourrai pas le juger objectivement comme compétent. Donc pour moi, c'est sur ces 3 temps que, pour moi, je jugerais, bon, c'est là les priorités qu'il devrait faire. Priorité, M. Ngunda parle normalement d'un gouvernement qui va apporter un changement dans les faits, dans les actes à poser. Monsieur Willy Kalengai, quel est votre point de vue à ce propos? Il faut d'abord ne pas oublier dans quel contexte ce gouvernement est mis en place. Nous sommes mi-mandat de cette législature. Il y a eu un dysfonctionnement dans les gouvernements passés. Il y a eu une crise dans les institutions. Les chefs de l'État n'étaient pas en odeur de sainteté avec les autres institutions. Il a donc pris les mesures qui convenaient pour qu'il ait d'abord et avant tout, et c'est une des premières choses qu'il faudra mettre en place, une cohérence dans la gouvernance. Il faut qu'il y ait une cohérence, il faut que
ce que nous appelons ici la philosophie de l'État, de la gouvernance, puisse circuler. Les premiers ministres, le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, les cours et tribunaux, les institutions de la République, ce que l'on a appelé ici l'interinstitutionnel, doit absolument fonctionner parce que nous devons avoir un minimum de consensus sur ce que nous voulons faire de notre pays. La deuxième chose, c'est le gouvernement lui-même. Quelle sera sa taille? Et ça, c'est le plus grand défi de notre nouveau Premier ministre. Il ne faudrait pas qu'on vienne utiliser ce gouvernement obtenu par césarienne, parce que c'est quand même pas facile, pour pouvoir caser l'ensemble des chômeurs et tout ça en quête de poste. C'est un gouvernement qui ne peut avoir des hommes qu'au prorata de leur incompétence. Il faut donc, c'est vraiment des missions. Quelle est la mission pour moi? Et je crois que Kala l'a dit, il faut remettre le pays au travail. La mission principale, c'est que nous devons reprendre le chemin de la croissance. Nous avons fini l'année 2020 en décroissance, en récession. Le pays, on ne travaille plus dans le pays. On ne produit plus rien. Nous n'avons plus donc des ressources pour faire quelle politique. Donc la première et l'urgence, c'est de remettre le pays au travail. Il faut remettre le pays au travail de manière à ce que les ressources nécessaires puissent remonter vers l'État, afin que l'État puisse faire son bilan plus tard. Deuxième chose, je crois que pour remettre le pays au travail, il faut évidemment choisir les hommes qui conviennent, mais aussi et surtout adopter désormais les bonnes pratiques. Et c'est pour ça, moi, je pense que lui, en tant qu'enfant de la GECAMINE, ici, je jette un clin d'œil quand même à notre industrie minière, enfant de la GECAMINE, ayant travaillé à la GECAMINE, il a la capacité aujourd'hui de montrer à la nation que dans ce pays, il y a eu quand même une pratique industrielle, une pratique managériale capable d'arriver au résultat. Dans ce pays, il y a eu une entreprise qui a quand même produit plus de 450 000 tonnes de cuivre. Le cuivre étant notre principal produit à l'exportation. Il est de cette catégorie-là, de ceux qui viennent de cette école-là, cette école de la formation pour les résultats. Et je crois que c'est un des atouts majeurs dans le choix qui a été opéré sur lui. Ça signifie que c'est cette catégorie de Congolais qui ont été formés aux résultats. Et je pense que si nous mettons en place cette culture du travail et des résultats, nous allons faire la production des richesses. Chez nous, nous avons cessé de produire et donc nous avons cessé d'exister. Sans production, il n'y a pas d'État. Notre État a besoin de cela. Vous dites la même chose, mais en des termes différents. Mais je voudrais que vous puissiez placer un mot, parce que aujourd'hui, la formation de la majorité parlementaire, c'est un processus que nous avions tous suivi. Mais ne pensez-vous pas que le chef de l'État et le Premier ministre pourraient être embrigadés par cette majorité parlementaire qui voudrait à tout prix être représentée au gouvernement, ce qui impliquerait automatiquement que la taille du gouvernement dont vous estimez qu'elle devrait être réduite soit revue à la hausse? En ce qui me concerne, je ne veux pas spéculer sur la taille. La taille d'un gouvernement, ça dépend des moyens. Ça dépend des moyens, mais surtout, ça dépend de ce que l'on veut. Un gouvernement, ça reste quand même un arbitrage des équilibres de force dans une nation. Vous ne pouvez pas avoir promis à quelqu'un qu'il va devenir ministre s'il vous soutient, et puis vous arrivez au niveau du gouvernement, vous lui dites que non, il n'y a pas de moyens pour ça. Non. Je crois que les gens font de la politique, et quand ils vont en politique, c'est pour pouvoir obtenir des postures nécessaires à l'amélioration des conditions de la population. Aujourd'hui, il y a eu quand même ce que je peux appeler une majorité refaite. Et elle a ses composantes. Et je crois que dans le gouvernement qui va être fait, les deux paramètres doivent être pris en compte. Le paramètre de l'efficacité, mais aussi le paramètre de la représentativité. Parce qu'il faut mobiliser le peuple pour le travail. Parce qu'il faut que le peuple accepte les sacrifices. Parce que quand Ikala parle de la réduction du train de vie, ça signifie en réalité qu'il faut que, par exemple, que certaines catégories des fonctionnaires acceptent de toucher la moitié de leur salaire.
Par exemple, que les députés acceptent de ne pas aller en mission payante. Par exemple, que les ministres acceptent, au lieu de deux, d'avoir une seule voiture. Vous ne pouvez pas demander de sacrifice aux gens s'ils n'ont pas confiance en vous. Or, la confiance vient justement de la répartition de ces responsabilités. Il est important que le gouvernement qui va être mis en place soit le reflet des équilibres obtenus dans l'union sacrée. S'il n'y a pas reflet des équilibres, évidemment, il y aura frustration, évidemment, il y aura mécontentement, évidemment, il y aura une forme d'opposition à l'intérieur. C'est un gouvernement qui ne doit pas être très critiqué sur sa composition, qu'il attend d'être critiqué sur ses actions. Donc, n'ayez pas peur de mettre des hommes qu'il faut là où il faut. Je crois que les nombres, il ne faut pas fantasmer sur les nombres, c'est sur les moyens. Si nous avons les moyens, eh bien, nous pourrons avoir un gouvernement même de 80 membres. Hein. Monsieur Ngunda, est-ce que nous avons ces moyens? Justement, nous n'avons pas les moyens. Quand un pays consacre moins de 0% de ses recettes dans les investissements et que vous avez 60 ministères, nous n'avons pas les moyens d'avoir 60 ministres comme d'habitude. Ça, il faut être clair là-dessus. Et je parlerai justement, M. Kalinga a parlé de l'équilibre des forces, de la posture, mais il faut revenir à la genèse. Si les gens sont rentrés à l'Union sacrée, c'est parce qu'ils ont accepté une vision. Et cette vision, elle se reflète au discours du chef de l'État à la fin des consultations. Le chef de l'État a noté des mesures qu'il fallait prendre. Les gens se sont déplacés vers lui. Donc, et l'une des mesures qu'il a notées, et ça je demande aux gens de vérifier, c'est la réduction de la taille du gouvernement. Absolument. Donc si aujourd'hui, le premier acte du président de la République, c'est de signer une ordonnance où on a 40 à 60 ministres, ça signifie qu'il n'a pas tenu ses engagements. Et ça serait déjà une première trahison. Donc pour moi, on devrait commencer par là parce que c'est un engagement. Et les gens qui ont signé pour aller à l'Union sacrée, ils ont accepté cette vision. Et cette vision implique la réduction du gouvernement. Et le président l'a clairement dit dans son discours. Ou vous êtes dedans, ou vous n'êtes pas dedans. Si on continue avec les postures politiques pour faire plaisir à tout le monde, on aura encore 60 ministres avec 60 ministères et 60 cabinets et avec les charges des finances publiques. J'aimerais que vous puissiez être un peu plus clair, parce que lorsque M. Kalinga parle de la représentativité de forces politiques au sein de la coalition parlementaire, cela ne veut pas dire que la taille du gouvernement ne peut pas être réduite. J'aimerais que vous puissiez un peu lever l'équivoque, que vous soyez un peu plus clair. Est-ce que lorsqu'on parle de la représentativité, cela veut dire que la taille du gouvernement doit rester à 60 ou à 50? Est-ce que c'est ça le cas? Pour moi, quand on parle... À 20 ministres, à 25 ministres ou à 30 ministres... Je ne mets pas l'accent sur la représentativité, je mets l'accent sur l'efficacité. Est-ce qu'on peut avoir un gouvernement de 25 à 20 ministres tout en étant efficace? Je pense que c'est possible. Mais quand vous mettez... Même à 25 ministres, il y a moyen d'assurer une représentativité de forces politiques en présence au sein de la majorité. Oui, mais dans ce pays, on a toujours mis l'accent sur la représentativité pour faire plaisir à tout le monde. Je veux qu'on se mette au moins une fois d'accord que pour le moment, il faut faire l'accent sur l'efficacité. Les gens, la priorité ne devrait pas être pour les hommes politiques d'avoir des fonctions au gouvernement. La priorité devait être que le gouvernement doit être efficace. Moi, aujourd'hui, si on devrait avoir un ministre des Ressources naturelles qui s'occupe à la fois des forêts, des mines, de l'eau et des hydrocarbures, je serais d'accord parce que ça ferait un seul ministère. Et je pense qu'on a les capacités aujourd'hui d'avoir des ministres qui sont capables de faire ce travail. Et ça va nous coûter moins cher. Et je pense que, comme le dit M. Kalinga, si les fonctionnaires doivent faire des efforts, parce que la diminution du train de vie des institutions, c'est aussi les fonctionnaires. Si vous demandez aux fonctionnaires de faire des efforts, vous allez leur dire qu'on va avoir un gouvernement de 60 ministres. Ils vont dire, si vous voulez que nous on fasse des efforts, commencez par vous-même. C'est tout. Monsieur Kalingay. C'est vrai que c'est un cas, casus belli, comme on dit par les juristes. Il faut absolument arbitrer cette question. Et il ne faut pas oublier non plus que la politique est un champ clos d'intérêt. Vous ne pouvez pas en politique faire semblant. On ne peut pas faire semblant. Il faut de l'efficacité, je suis d'accord avec lui. Il faut que le gouvernement soit efficace.
mais en même temps, il faut qu'il soit représentatif de la volonté de changement. Il y a une volonté de changement qui a été mise en place, il y a une vision de chef de l'État, mais il faut que les chefs de l'État travaillent avec des hommes aguerris qui ont accepté de le suivre. Mais pour qu'ils vous suivent, il faut qu'ils sentent qu'il y a eu un retour. Donc moi, je dis qu'il ne faut pas donc qu'on tombe dans la technocratie en pensant qu'on ne va prendre que des gens efficaces pour travailler. Non, on va prendre des gens aussi parce que le travail politique est un travail de représentativité, est un travail aussi d'image générale. Nous voulons un gouvernement qui soit représentatif, qui soit efficace et en même temps technocrate. Bien sûr, qui corresponde à la réduction du train de vie. De toutes les façons, nous sommes obligés de réduire les trains de vie. Parce que pour le moment, quand on ne paye pas 2-3 mois de salaire aux gens, parce qu'il n'y a pas d'argent, c'est la nature qui vous pousse à la réduction forcée. Et c'est une mauvaise réduction parce qu'elle est malheureusement en train d'amplifier la dette intérieure. Aujourd'hui, il faut absolument, et c'est important, je l'ai dit, qu'on remette le pays au travail. Seul le travail va augmenter les ressources nationales et va permettre une redistribution équitable des ressources créées. Mais pour que les gens rentrent au travail, il leur faut un instrument majeur d'impulsion. Et cet instrument majeur d'impulsion, c'est le gouvernement. Il faut mettre le soin dans les choix des hommes, le soin dans les choix des stratégies, le soin dans les choix des politiques publiques. Parce que si, en réalité, on a dû penser qu'il suffit d'avoir un chef d'État charismatique, puissant, pour que les problèmes aillent de... Non, ce n'est pas ça. Le chef est là, il peut garantir le travail du gouvernement, mais nous devons mettre au point un gouvernement qui soit efficace. Et le Premier ministre, je crois, et je pense qu'il a les qualités qu'il faut, il va sans doute comprendre la nécessité de mettre en place une équipe efficace. Parce que si nous n'avons pas un gouvernement qui fonctionne normalement, où les dossiers sont traités, les ministres arrivent à l'heure au cabinet, ils travaillent de manière concertée, et que, comme il y a quelques années, on a quand même vécu cette expérience, et que les conseils des ministres aboutissent à des vraies décisions. Si nous n'avons pas cela, eh bien tout le pays va être gangréné par la paresse et la maladie qui nous tue, notamment la corruption et les trafics d'influence vont revenir à la surface. Le chef de l'État a montré un cap. Le Premier ministre doit maintenant montrer les modalités pratiques de ce cap. Et parmi ces modalités, la première des choses que je vous ai dit, c'est le retour au travail. Les Congolais doivent cesser de spéculer, de discuter, d'échanger, de critiquer. Ils doivent d'abord rentrer au travail. Et le travail commence par le gouvernement, qui doit être notre centre d'intelligence stratégique pour pouvoir créer les richesses nationales. Au moment où nous parlons, le chef de l'État est en tête-à-tête avec le Premier ministre qui vient à peine de nommer il y a quelques heures. Je pense qu'ils sont en train de discuter sur les modalités pratiques dont vous faites allusion. J'aimerais bien qu'on prenne notre correspondant qui est en direct au Palais de la Nation afin de nous dire si ces entretiens se sont déjà terminés ou que il continue encore. Patrick Bomboka, si vous êtes en ligne, en accord avec la régie, on peut, si vous pouvez nous dire si ces entretiens se poursuivent, qu'est-ce qui s'est fait présentement au niveau du Palais de la Nation? Alors, Eric, nous sommes ici au Palais de la Nation. Il y a quelques instants, le porte-parole du président de la République a dû annoncer le nom du Premier ministre, Sama Condé, Jean-Michel. C'est bien cette personnalité qui vient de GECAMIN comme DG, avec une certaine jeunesse, 43 ans, une certaine expérience, ancien ministre des Sports, actuel DG de la GECAMIN. Donc on va puiser dans cette expérience-là pour conduire un nouveau projet, le projet du Congo nouveau. Au moment où nous parlons, il est en discussion avec le président de la République pour certainement recevoir les nouvelles directives pour la formation de son gouvernement. Et il reviendra pour dire un petit mot à la presse, sa première déclaration juste pour rentrer dans la scène politique en tant que chef du gouvernement.
Nous allons vous prendre s'il y a du nouveau avant la fin de cette émission. Mais j'aimerais revenir ici, Monsieur Ngunda Kala. Je pense que Willy Kalengai a évoqué l'aspect modalité pratique à mettre en place après que le chef de l'État ait montré le cap. Par rapport au choix des hommes, s'il faut anticiper en attendant qu'on ait les conclusions de ces entretiens, quels peuvent être les critériums que vous souhaiteriez en tant que Congolais, en tant qu'analyste, en ce qui concerne le choix des hommes qui feront partie de cette équipe gouvernementale de mission pour le changement et pour l'intérêt du peuple congolais? Franchement, pour le choix des hommes, pour moi, c'est quelque peu subjectif, mais je pense que humblement, tout ce que l'on veut, c'est d'avoir des travailleurs. Personnellement, j'ai déjà travaillé pour un ministre et j'ai compris en fait que pour un ministre, ce qui compte beaucoup, c'est aussi sa propre équipe. Donc, je ne jugerai pas sur les personnes en tant que telles. Ce qui m'intéresse, c'est surtout l'organisation. Et là, je soutiens en fait ce que dit M. Kalengai par rapport aux modalités en fait. Et c'est ça le défi du Premier ministre. Quand on parle de modalités, en fait, on parle du programme. Parce qu'en fait, il y a eu le chef de l'État qui a fait un discours de clôture de consultation où il a noté beaucoup de mesures. Le Premier ministre, son travail, c'est de prendre ces mesures et de les transformer en programme de gouvernement. Et ce que nous espérons, peut-être ce qui sera peut-être nouveau avec ce Premier ministre, que ce programme de gouvernement soit maintenant reflété par des feuilles de route ministérielles que l'on pourra suivre, par exemple, de manière annuelle, de manière trimestrielle, afin d'évaluer objectivement le travail du gouvernement. Et c'est ce que disait M. Kalengai, donc se mettre effectivement au travail. Et là, je pense que si on réussit ne serait-ce qu'à avoir des feuilles de route ministérielles qui découlent d'un programme de gouvernement, ça serait déjà un bon début parce que là, ça indiquerait une direction pour chaque secteur. Donc, pour moi, c'est vraiment ça notre attente. Quant au choix des hommes, tout ce qu'on attend, c'est des personnes qui veulent travailler. Et par rapport aux politiques publiques à mettre en œuvre, très rapidement, avant que Willy Kalengai ne puisse répondre à la même question. Par rapport aux politiques publiques, vous savez, c'est comme dans une maison, une personne qui gagne 1500 $ et qui veut devenir millionnaire. Pour moi, la RDC, nous sommes un peu dans ce cas-là. Nous gagnons 1500 $, mais nous voulons devenir millionnaires. La première des choses à faire face à des personnes comme ça, c'est de leur dire, si vous voulez devenir millionnaire un jour, il faut savoir déjà gérer les 1500 $ que vous avez. Alors, pour moi, l'un des grands défis, en fait, de ce Premier ministre, c'est simplement nous emmener à un fonctionnement normal de l'État. Ça signifie que nous avons des lois des finances et d'avoir une gestion des finances publiques qui soit orthodoxe. Ça signifie que vous n'avez pas de dépassement budgétaire, vous n'avez pas de dépenses sans crédit budgétaire et que vous gérez l'État normalement. On ne demande pas plus, qu'on rentre ne serait-ce que dans la normalité. C'est tout ce que l'on demande. Donc, pour moi, si on n'arrive déjà pas à gérer les maigres 4 milliards de dollars que nous faisons chaque année, croyez-moi, nous n'arriverons jamais à 50 milliards. Monsieur Willy Kalengai. Il est vrai que le choix des hommes est important. Je crois qu'il y a une petite symbolique qu'il faut quand même relever. Certes, nous avons dit que le Premier ministre a 43 ans. C'est quand même relativement jeune quand on regarde la classe politique. Le clin d'œil pour moi, c'est que si on pouvait aussi penser beaucoup aux jeunes, si on pouvait renouveler cette classe politique à l'occasion, si on pouvait choisir sans que son âge soit un critérium, mais quand même il faut considérer qu'il sera dans un espace psychologique du gouvernement où s'il y a beaucoup de jeunes, ils pourront très bien se comprendre. Donc, en quelque sorte, il faudrait qu'il y ait de nouvelles figures. Et surtout des nouvelles figures jeunes, des quadras. Ce n'est pas des jeunes en réalité. Hein, c'est à ce moment-là que l'homme fait sa plus grande production dans la vie. Quand vous avez dépassé l'âge des hésitations, notamment la trentaine, et que vous entrez dans la quarantaine, c'est le moment, c'est l'âge des grandes élaborations. Pensez-vous que ces messages pourraient être facilement acceptés par des pépés ou de papis qui voudraient bien être aussi... Il faudra quand même que certaines personnalités de notre pays apprennent à lever le pied. Il faut apprendre à s'arrêter dans les gares. Il faut apprendre à passer le relais. Nous ne pouvons pas être dans un pays où les défis de la gestion sont en même temps des défis intergénérationnels. Je ne plaide pas
pour la puérilité au niveau du gouvernement. Je ne plaide pas non plus pour la sénilité. Je plaide pour que des hommes d'action arrivent à secourir, à travailler pour que le Premier ministre se sente vraiment chef de ce gouvernement. Je pense qu'il y a la question de la compétence, elle est essentielle. Notre crise est une crise qui a été multipliée par une industrie de l'ignorance et des mesures d'à peu près. Nous avons laissé des hommes incompétents, sans connaissance, sans expérience, toucher au cœur de nos politiques publiques. Ils ont inventé, comme des charlatans, des mesures qui ont tué ce pays. Il existe des charlatans en politique. Nous les avons laissés entrer au gouvernement, au Parlement, au cœur même de l'État. Il faut les extirper de ces cœurs de l'État. Il ne faut pas que l'ignorance rentre dans les grandes décisions. Moi, je plaide vraiment pour que tous les ministres qui vont être choisis, ils doivent en tout cas faire valoir leurs compétences. Je plaide pour l'intégrité. Il faut qu'il y ait des hommes intègres. Nous en avons marre des hommes qui ne vivent que pour la jouissance et pour le détournement des ressources publiques. Nous en avons marre de ces hommes politiques, quand ils ont un pouvoir, c'est un pouvoir de suggestion. Il faut qu'il y ait des hommes intègres qui font du service public, comme l'a dit un des grands de ce pays, un sacerdoce. Je termine en disant, nous avons aussi besoin des patriotes, des gens qui savent pour qui ils travaillent. Parce que la plupart des Congolais sont déjà alimentés par des pensées philosophiques extérieures. Ils ne savent pas qu'ils ont une patrie et qu'il faut que le travail que vous faites en tant que ministre soit d'abord un travail reconnaissable dans la patrie. Donc je plaide pour les patriotes qu'il faut qu'ils reviennent. Et je termine comme je disais tout à l'heure, comme disait Kala, avec beaucoup de compétences d'ailleurs, il faut que nous rentrons dans l'orthodoxie de la gestion. Dépensons ce que nous avons produit. Vivons avec une réduction de nos besoins. Il y a des pays, il y a des États où même le litre d'essence était calculé pour les ministres. Même le litre d'essence. Diminuons les voyages, diminuons les déplacements inutiles. Que chaque dollar gagné par l'État congolais soit utilisé de manière efficiente et que ça aille vraiment à la résolution des problèmes. Nous avons beaucoup dépensé dans les choses inutiles. Le temps est venu pour nous de savoir dépenser de manière rationnelle. Voilà un peu ce que je peux dire pour ce critérium. Avant de finir cette émission, j'aimerais bien que M. Ngunda Kala et vous, M. Willy Kalengai, vous répondiez à une question et ensuite, ça sera la conclusion. Vous êtes au contact de la population, vous parlez avec beaucoup de membres de vos familles, des amis, ainsi de suite. Quelles sont les attentes du peuple congolais aujourd'hui, s'il faut le résumer en 1, 2, 3, 4 points, quelles sont les attentes du peuple congolais aujourd'hui par rapport au futur gouvernement de l'Union sacrée qui va arriver? Oui, je pense que si aujourd'hui vous parlez aux gens de l'Est du Congo, ils vous diront la sécurité. Donc c'est clair que c'est la priorité des priorités. Parce que sans sécurité, on ne peut pas aller au travail, on ne peut pas aller au champ. C'est la sécurité, donc de la partie Est. Et la partie Ouest qui est aussi désœuvrée, je pense que c'est les investissements et le climat des affaires. Les gens doivent comprendre aujourd'hui que le chef de l'État ne crée pas d'emplois. Ce sont les entrepreneurs qui créent des emplois. Et les entrepreneurs ont besoin d'un climat des affaires qui permet la création de l'emploi. Et nous espérons que, je pense que le peuple espère justement cette amélioration de son social à travers les investissements, donc la création d'entreprises pour avoir des emplois. Et dans la partie Est, c'est indéniablement la sécurité, parce qu'aujourd'hui, nous vivons vraiment une insécurité manifeste à l'Est qui devient humainement inacceptable. Merci beaucoup, monsieur. Je crois que c'est la même chose, hein, peut-être pour dire quelque chose. Il y a une figure qui nous est proposée, on appelle ça le carré des imperfections. Le carré des imperfections, c'est que vous avez un carré, dans un coin, c'est l'eau, dans l'autre coin, c'est l'électricité, dans le troisième coin, c'est l'éducation, et dans le quatrième coin, c'est la santé. Et ces carrés-là, au milieu de ces carrés, vous avez la question de la sécurité.
Aujourd'hui, le peuple a besoin de l'eau. Aujourd'hui, nous n'avons jamais été aussi mal desservis que maintenant. C'est même pire, parce qu'il y a des quartiers, je vais même plus loin, il y a même des administrations très élevées dans le pays. Hein. Je n'ose pas citer la présence ni la primature, il n'y a pas de l'eau dans les toilettes. Déjà aujourd'hui, vous avez des coins où l'électricité est devenue, c'est pratiquement une denrée rare. Les gens sont pratiquement rentrés dans la débrouillardise. Mais vous avez la grande question, et je crois que ce sera une des questions majeures, parce que le Premier ministre va prendre son gouvernement en main dans quelques semaines, mais il y a la question de la gratuité, la question de l'éducation, le retour de l'école. L'école doit rentrer dans les normes. Aujourd'hui, nous avons une double, je peux même dire une double contradiction. Nous voulons une chose, et quand nous mettons la chose en place, nous la tuons. Vous voyez, nous voulons l'école, mais nous avons voulu l'améliorer par la gratuité. En même temps, nous nous sommes rendus compte que la mesure n'a pas été très bien suivie, au point qu'aujourd'hui, l'école n'existe plus comme elle devait exister. Nous avons les problèmes de la santé, nous avons encore la Covid-19 ici. Ça continue. Nous devons avoir la capacité de nous poser la problématique. Comment nous allons faire pour la résoudre? Quand on viendra frapper à notre porte en tant que nation pour que nous acceptions les vaccins, quelle sera notre réaction? Qu'est-ce que nous dirons à nos enfants? Comment nous faisons? Vous voyez, donc je disais, les carrés des imperfections, au sommet duquel se trouve la question de la sécurité. Voilà un peu comment moi je vois les attentes de la population. Le Premier ministre Sama Lukonde Kyenge, c'est pas quand même un super homme. Il ne faudrait pas non plus que les attentes du peuple congolais soient démesurées au point que l'homme ne soit pas au bout peut-être de 2 ans ou 3 ans de réaliser ses engagements. Monsieur Ngunda Ikala, ne pensez-vous pas qu'il faut que le Congolais soit aujourd'hui réaliste, et même nous, notre appréciation, notre approche d'analyse devrait s'adapter à cette parce qu'il y a quand même beaucoup de défis plutôt. Il faut par exemple relancer la croissance. Willy Kalenga l'a dit tout à l'heure. Il y a la zone de libre-échange économique à implémenter. Il y a le programme avec le Fonds monétaire international qu'il faudrait aboutir à la signature au courant de cette année. Mais il y a aussi le défi lié à l'industrialisation et à la diversification de notre économie. Donc, il y a plusieurs défis, mais nous devons quand même être réalistes, M. Ngunda. Oui, comme vous avez dit, il faut être réaliste. Je pense que on ne dit pas ici qu'il va régler tous les problèmes, mais nous ne devons pas faire un pas en arrière. C'est vraiment, je pense que tout ce que les gens demandent. Aujourd'hui, on parle d'un problème d'électricité. Nous avons un déficit d'électricité d'environ 250 MW à Kinshasa. L'électricité ne va pas revenir aujourd'hui. Nous sommes en train de construire une nouvelle ligne qui va de Zongo 2 qui va arriver à Kinshasa, donc une ligne de haute tension. Mais pour que ça arrive chez vous à la maison, ça prendra quelques années. Mais si l'effort est fait et que c'est expliqué, je pense que la population sera réaliste par rapport à ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, la population n'acceptera pas, par contre, des pas en arrière. Ça, ce n'est plus possible. Pas en avant, peu importe le temps que ça peut prendre. Oui, mais un pas en avant. Je pense que les Congolais sont très compréhensibles quand on voit que quelqu'un essaye de travailler. Monsieur Kalenga. Une petite image, peut-être pour illustrer ce que je veux dire. Vous voyez, vous avez un enfant à la maison. Vous lui rassurez, il mange tous les jours, il dort dans un bon lit, il est soigné quand il est malade. Vous faites un certain nombre d'actions sur l'enfant et vous allez vous rendre compte que l'enfant a grandi sans que vous ayez posé un acte pour qu'il puisse grandir, simplement les actions ordinaires. Et ça signifie qu'en réalité, le pays a besoin qu'on lui rassure un minimum pour que sa force de travail, de croissance naturelle puisse se réveiller. Aujourd'hui, on ne demande pas au Premier ministre de régler tous les problèmes. Le Premier ministre, c'est un conducteur de politique publique. Il doit indiquer le chemin pour que chaque Congolais, alors c'est à chacun de Congolais de faire son travail. Ce n'est pas au Premier ministre c'est pas lui qui va poser l'acte qui va vous sauver. Mais quand il va nous dire, désormais, essayons de payer nos impôts à temps, il faudrait que les Congolais sachent que s'ils ne les font pas, ils retardent les résultats collectifs.
Nous devons être des citoyens, des vrais citoyens. Je reviens encore en disant, sans changement de mentalité, sans engagement personnel des Congolais, aucun Premier ministre, aussi compétent soit-il, ne pourra avoir des résultats. Monsieur Ngunda, 30 secondes pour une conclusion. Je dirais au Premier ministre simplement bonne chance. Je pense que le président a fait un travail remarquable avec les consultations parce qu'il a vraiment reçu les recommandations de tout le monde et que le Premier ministre a là un vivier de recommandations, de mesures à prendre qui peuvent lui permettre peut-être pas de faire le 100 mètres, mais de faire ne serait-ce qu'un pas en avant. Monsieur Willy Kalengai, un message en 30 secondes au Premier ministre, au chef de l'État si possible. Je voudrais féliciter le président de la République, mais aussi féliciter l'ensemble de la classe politique, quelles que soient les tendances, parce qu'au lieu d'une guerre, on nous a produit un débat. Au lieu d'un échange de tirs, on a fait un échange d'idées. Même si, à la limite, ils sont aujourd'hui les uns loin des autres, mais les hommes politiques congolais ont quand même prouvé qu'ils tenaient à leur nation, parce que même leurs contradictions, ils les ont gérées dans les dialogues et ils peuvent aujourd'hui être fiers d'avoir posé un acte. Le Premier ministre, qu'il sache que d'une manière ou d'une autre, il aura le soutien de beaucoup parce qu'il est né d'un espoir et d'une espérance. Quand vous êtes né d'un amour d'espérance, alors il faut vraiment devenir l'espoir. Merci beaucoup, Monsieur William Albert Kalengai. Je rappelle que vous êtes journaliste économique et patron du média Géopolis. Merci également à Ngunda Ikala, juriste et analyste en finances publiques. Merci d'avoir participé à cette émission. Pour terminer, nous allons prendre parmi les premières réactions de félicitations au Premier ministre. La première, c'est celle de M. Moïse Katumbi Chapwe, qui dit, je cite, « Toutes mes félicitations au Premier ministre Sama Lukonde. Je lui souhaite plein succès dans ses lourdes charges, parmi lesquelles paix et sécurité pour tout le Congolais, pour que tout le Congolais demeure le défi majeur de l'action gouvernementale. Que Dieu le garde dans ses responsabilités. » La deuxième réaction est celle de Julien Paluku, qui est ministre actuellement de l'Industrie, ministre sortant de l'Industrie, qui dit, je cite, « Avec l'ordonnance lue à la télévision nationale, la République démocratique du Congo s'est réjouie de puiser dans sa force tranquille et vivante sa nouvelle énergie pour vivifier et rendre vivaces les espoirs de Congolais, nos sentiments, des hautes considérations à son Excellence Sama Lukonde, Premier ministre de la République démocratique du Congo. » Fin des citations. Voilà, fidèles téléspectateurs, mesdames et messieurs, nous voici au terme de cette émission, de ces décryptages économiques autour de ces sujets d'actualité portant sur la nomination du Premier ministre de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Sama Lukonde, qui a la charge aujourd'hui de former le futur gouvernement de l'Union sacrée de la nation et aussi de pouvoir gérer cette équipe gouvernementale sous la houlette du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Fructueux mandat à lui et bonne soirée chez vous.